très heureux de recevoir Sylvie Hautecoeur. Bonjour. Bonjour et moi, Sylvie. je suis très heureuse d'être là. Votre premier long métrage, Une mère, est sorti il y a 3 jours au cinéma. Dieu sait d'où viennent les créations. Je me souviens que Tolstoï écrivait quelques pages chaque semaine pour un magazine russe. Il n'avait jamais pensé que ces quelques pages un jour feraient Anna Karénine. Waouh, je ne savais pas. Et vous, Une mère, avec Karine Viard et Darren Muselet sur la résilience d'une maman après le meurtre de son fils, eh bien, c'est né d'une petite vidéo sur YouTube. Absolument. C'était il y a maintenant 6 ans quand même. Je suis tombée sur cette petite vidéo qui faisait 30 secondes. On voyait une femme noire américaine qui avait créé une association de victimes. Donc elle venait plutôt d'un milieu très 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 populaire. Et elle racontait que son fils était mort sous les coups d'un autre garçon. Et à côté d'elle était assis un garçon. Et on comprenait très vite qu'en fait, le garçon qui était assis à côté d'elle était l'assassin de son fils. Et elle racontait, ça a été très vite, et j'ai compris qu'en fait, elle avait rencontré ce garçon en prison, et que depuis, ils étaient en relation, et elle avait une médaille autour du cou. Et sur cette médaille, il y avait d'un côté la photo de son fils, et de l'autre côté, la photo de l'assassin de son fils. Et ça m'a bouleversée. J'étais en larmes, et je me disais, mais comment c'est possible ? Mais vous savez ce qu'on dit parfois, on ne trouve que ce qu'on cherche. Vous auriez pu trouver d'autres vidéos. Est-ce que vous n'aviez pas envie avant, même cette vidéo, peut-être de traiter de ce sujet-là, le pardon ? Le pardon, je ne sais pas, mais l'acceptation ou la résilience, très certainement. Je ne sais pas si je crois au pardon dans l'absolu, en fait. Mais l'acceptation, la reconstruction, la réparation, ça, j'y crois. On va écouter la bande-annonce de votre film. Qu'est-ce qui se passe ? Vitonier est sorti. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu, ce porc. On fait quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oublie tout ça. Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils ? 80 km, c'est pour la porte à côté. Vous avez pas trouvé un plombier plus près ? Et votre apprenti, il peut pas faire les travaux ? Tu sais ce que c'est, ce type ? Il a fait 50 cabanes. Tu crois que c'est un enfant de cœur ? Je suis bien chez Madame Morel ? Oui. Vous me reconnaissez pas. Vous allez me dire que je suis là par hasard ? Si je me prends la tête avec une arqueuse, je retourne au placard. C'est peut-être ça que vous voulez ? Je voulais pas qu'il meure. Tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer. Il faut en mettre combien ? Quelques granules, ça suffit. Ce produit-là, il est radical. Et s'il meurt, il y aura une enquête et tu iras en taule. J'ai rien faire d'autre que taper, c'est ça que vous voulez entendre ? Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne. La bande-annonce de Une mère de Sylvie Hautecoeur, qui est avec nous aujourd'hui dans Le Vrai Monde, sur Fréquence Protestante. Alors, indépendamment de ses qualités formelles et de ses qualités d'écriture, Sylvie, je voulais vous féliciter pour quelque chose qu'on a du mal à trouver maintenant. Ce sont des films sans flashback, sans voix off et sans musique qui fait une sorte de chantage à l'émotion. Votre film fait 1h27. Je ne vais pas dire que c'est un film coup de poing, parce que c'est une formule qui est un peu galvaudée. Mais est-ce que vous saviez dès l'écriture que pour aborder ce thème-là, vous vouliez quelque chose sans fioriture, à l'os, comme disent certains ? En fait, je pense qu'on écrit des films qui nous ressemblent. Et vous êtes sans fioriture ? Peut-être que je suis sans fioriture. Au fond, après, forcément, on met parfois un petit peu pour être socialement acceptable. Oui, je pense qu'en tout cas, je passe pas par des circonvolutions pour exprimer mes émotions, en tout cas. Et ça n'a pas été encore dit, mais c'est Karine Viard qui tient la vedette du film, si vous l'avez dit. Hein. Alors voilà, mais en tout cas, Karine Viard est absolument éblouissante dans le film. Et elle réussit à faire passer, justement, toutes ces émotions de manière extrêmement fine et intuitive, qui font le sel du film, je trouve. Pour elle, c'était aussi une rencontre avec ce personnage, j'imagine. Peut-être, j'ai vu un entretien d'elle où finalement elle dit des choses sur ses goûts artistiques
peut-être assez loin de l'image que les gens se font d'elle. Et j'ai l'impression qu'entre elle et vous, ça a été une rencontre par-delà le scénario. Ben, en fait, elle a lu le scénario, elle a tout de suite adhéré, elle a tout de suite vu ce qu'elle pourrait faire dans le rôle. En fait, elle aime les rôles où les personnages ont une humanité et une monstruosité en même temps. Et parce que c'est de ça dont il s'agit dans le film. On a un personnage qui a tué, qui est monstrueux, et comment cette mère en arrive à devenir monstrueuse aussi. Parce qu'elle veut se venger. Et donc, c'est ça qui l'a intéressée. C'est le côté double de ce personnage. C'est la complexité de l'âme humaine, ou en tout cas de l'âme de ce personnage, Aline, interprétée par Karine Viard. Et c'est ça qui l'a intéressée à travailler, en fait. Et donc... les choses ont été très, très faciles entre nous dans le travail. Le chanteur Christophe a fait une chanson qui s'appelle Aline, et il criait. Absolument. Il criait après Aline. Votre film, le personnage s'appelle Aline, et le premier cri, c'est pour elle. Elle sort de la salle d'audience, elle apprend que le criminel qui a tué son fils n'a eu que 9 ans de prison. 9 ans de prison. Et j'ai trouvé très beau, justement, le fait, sans fioriture, de commencer par le cri d'une mère, plutôt que de commencer par les circonvolutions dont vous parliez tout à l'heure. Et on pourrait même rajouter que 9 ans, ça ressemble à 9 mois. Ah là 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 là. Alors c'est formidable, vous faites des liens que peut-être inconsciemment, moi en tout cas, moi je ne les ai pas faits ces liens, mais en tout cas rien n'est un hasard, hein, on est d'accord. Vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de vous rappeler de la chambre dans laquelle vous étiez toute petite, celle où vous avez grandi. Alors j'ai grandi dans une petite maison en banlieue parisienne. Et dans le sous-sol de la maison, il y avait une petite chambre avec des murs en crépi. Et j'avais peint un des murs, le plus grand, en noir. Et je trouvais ça très beau. Et j'avais un lit, une place. Par terre, il y avait une sorte de moquette très rase. Et attenant à cette chambre, il y avait une douche en rond. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Et puis des fenêtres qui donnaient sur un petit jardin. Et je me souviens qu'à l'adolescence, je suis beaucoup passée par la fenêtre pour faire le mur, comme on disait. Et est-ce qu'il y a des objets chez vous d'aujourd'hui, en 2022, qui étaient dans la chambre de 1980? Je crois que j'ai encore des affiches de cinéma qui datent, parce que à cette époque, quand j'étais adolescente, j'ai travaillé dans un cinéma à Verrières-le-Buisson, donc j'habitais à Verrières-le-Buisson. J'ai travaillé dans un cinéma, et ce cinéma, le film Une mère a été présenté d'ailleurs en avant-première là-bas, et ça a été extrêmement touchant pour moi, parce que j'ai travaillé dans ce cinéma comme caissière. Quand j'avais 15-16 ans, c'était le ciné-club. Et il y avait donc des affiches de films, et j'en avais récupéré beaucoup et je les ai gardées. Vous n'avez pas distribué les cornets Non, mais il n'y avait pas de cornet, c'était le ciné-club, c'était un tout petit... C'était pas un cinéma, c'était une sorte... Maintenant, c'est devenu un cinéma. Mais à l'époque, c'était une salle polyvalente, et il y avait le samedi après-midi ciné-club. Ce qui m'a frappé dans Une mère, qu'on pourrait presque appeler une mort, c'est la difficulté de montrer le processus du pardon. Difficulté que vous surmontez aisément, parce que j'ai essayé de chercher dans ma mémoire sélective, il n'y a pas tellement de films qui montrent le processus de pardon. Il y en a très peu. Je pensais à La dernière marche de Tim Robbins, où une femme, une bonne sœur, essaye de faire comprendre à quelqu'un qui va passer sur la chaise électrique, qui doit apprendre. En tout cas, lui, il doit faire le chemin du... Mais il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez
Vous êtes coltiné à ça. Dans votre film, il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de plans silencieux où le personnage de Aline regarde le personnage de ce jeune homme, puisqu'à un moment, il y a une sorte de huis clos dans une maison, cette maison qui est quasiment le troisième personnage du film. Comment ça s'est passé, ce tournage, l'écriture et le tournage, sur ces gens qui se regardent et qui doivent être presque obligés de cohabiter? Déjà, dans le scénario, c'était un scénario peu bavard, parce que je me disais qu'en fait, c'est son cheminement intérieur qui va l'aider à surmonter le deuil, à se réparer. Et c'est ce cheminement intérieur qui n'a pas de mots. En fait, ce qu'elle vit est indicible. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que d'être dans des actions qui racontent son cheminement. Et donc, filmer sans parole, on chemine avec elle, en fait, dans le film. Je crois que ceux qui veulent bien l'accompagner cheminent avec elle, en fait, et arrivent à comprendre petit à petit comment elle accepte certaines choses. On va écouter un premier extrait de votre film. Ils ont été défoncés, les tuyaux. Quelqu'un tapait dessus, non? C'est pas Boukanev, votre nom? Non, c'est Morel. J'ai divorcé. Vous me reconnaissez pas? Maxime Vitoni? Ah non. Non, tu as changé. Vous allez me dire que je suis là par hasard? Je savais même pas que t'étais sorti de prison. Et on fait quoi maintenant? Je sais pas. Faudrait mieux que je parte. Oui, peut-être. Il est beau, ce mensonge. Ouais. Il y a des vilains mensonges et il y a des mensonges de survie. Elle a attiré ce jeune homme en prétextant des travaux de plomberie dans une maison. Il se retrouve dans un huis clos. On pourrait penser au film Le Limier ou des films comme ça où deux personnages se retrouvent en apnée. Et moi, je sais que j'ai été en attente. Mon souffle s'est arrêté quelques secondes quand j'ai vu le film en me disant, quand il dit « on se connaît », quelle va être sa réponse ? Absolument, mais ce qui m'importait, alors là on spoil un petit peu le film, mais ce qui m'importait, c'est que on soit dans une crédibilité et que ce garçon, finalement, assez vite la reconnaisse. Et elle ment sans mentir, en fait. Elle dit juste qu'effectivement, elle ne s'appelle plus de ce nom-là puisqu'elle a divorcé, mais elle ne peut pas mentir. Et la seule chose qu'elle dit, c'est que elle l'avait pas reconnu. Elle peut pas dire l'inverse. Mais est-ce que la grandeur d'un film et d'un scénario, c'est pas aussi parfois, même quand vous dites spoiler, on sait certains éléments, mais ça n'empêche pas de continuer à suivre une narration. Oui, puis en plus, c'est comme un film, une histoire d'amour, par exemple, où on sait très bien que les deux protagonistes vont s'aimer à la fin. Maintenant, c'est comment ? Après tout, Titanic, tout le monde est allé le voir, on connaissait la fin. Absolument, on savait qu'il allait sombrer, effectivement. Et elle va détruire cette maison. On va détruire certaines parties de la maison pour faire venir un plombier. Et en fait, elle détruit une maison et, tout en se reconstruisant, elle. Mais en fait, en voulant tuer ce jeune homme, elle va reprendre vie. En fait, c'est paradoxal, mais soudain, d'être dans l'action lui redonne une certaine vigueur, lui redonne vie, alors qu'elle était dans un deuil insurmontable. Depuis quelques mois, nous avons une analyste du métalangage qui fait une analyse du regard de nos invités. Incroyable. Elle s'appelle Anne Rioux. Donc avant vous, il y a eu Mathilde Amé, Bruno Podalides, Aïssa Maïga. Elle a regardé des photos de vous, pas des vidéos, des photos de vous.
Et si vous voulez, je vous lis l'analyse. Ah bah c'est super intéressant. J'ai peur. Il faut pas. Ces yeux, comment dire ? Quand on les voit, le premier temps est percutant. On penche la tête en arrière comme pour se protéger d'un éclat. Puis on se surprend à sourire, même pas peur de cette lumière incisive, car finalement, on n'y voit que le goût du contact direct et sans embâge. En fait, on est interpellé, voire intercepté, comme par un tableau dans une galerie. C'est une aquarelle, ces yeux-là. Une lumière puissante, mais si délicate. Papier fin, pinceau savant, couleur pastel, et de l'eau encore. Un glacis où les couleurs se fondent, s'enchevêtrent, se diluent l'une dans l'autre. Les blancs, temps du silence intérieur, comptent autant que la palette des émotions pourtant foisonnantes. C'est eux qui créent les espaces de réflexion, de lumière et de pertinence. Dans ce regard fait de transparence, des reflets vivants qui varient selon les nuances du cœur et les contingences du monde. Tout est fluidité dans ces pupilles. Et pourtant, elle percute dans le face-à-face. C'est elle qui donne le tempo dans la rencontre. Des yeux comme un ruisseau frais de montagne qui, sorti du ventre de la terre, trimballe son histoire d'arrière-monde, sa force originelle et révèle sa force originale. Ce regard ruisseau parcourt le lit de la vie avec beaucoup de sensualité et se métamorphose en douceur au gré des humeurs du réel. Il va de l'avant, accueille, assimile, redistribue, affirmant son point de vue en réglant minutieusement sa focale. Pas de hauteur ou de rejet, mais passage avec la douceur qui est sans doute la plus grande et la subtile de toutes les forces. En fait, on y voit une imbrication en spirale du masculin et du féminin. C'est son ADN. Une féminité incisive et une masculinité enveloppante. Pour le côté féminin, pas de féminité sophistiquée, tout est tact et volupté. Une tendresse et de l'objectivité. Ce regard, c'est l'humain. Pour le côté masculin, une sécurité, une assurance, une certaine audace et même un goût du risque. Juste pour vérifier ses muscles cognitifs. Une présence virile qui ne se dérobe pas, qui assume ses choix. Ce regard féminin-masculin a une éthique, celle de la responsabilité. Tout acte doit être pondéré et signifiant. On ne tremblote pas, on agit. Mais avant, on réfléchit, on pense, on travaille avant d'accoucher d'une idée. Cette maïeutique se fait volontiers avec les autres s'ils renoncent au dilettantisme. Dans ces iris arc-en-ciel, verte, bleue, mauve, jaune, une lumière rectiligne entre pluie virile et soleil, un vaste champ de possibles, mais avec des bornes, signe d'une personnalité affirmée. Ces yeux fluides suivent leur chemin propre, comme l'eau de la source jusqu'à la mer, chahutant les berges coercitives et sautant les gros cailloux. Ils savent où ils vont et veulent y aller. Suivez-les, ils vous obligeront comme ils s'obligent. Anne Rioux. Incroyable, elle écrit merveilleusement bien. Et est-ce qu'elle, sans faire de jeu de mots, est-ce qu'elle voit juste ? J'ai l'impression. C'est assez étonnant, hein, mais ce côté être dans l'action dont elle parle, je crois que je suis quelqu'un qui est dans l'action en général, dans le travail et dans l'action. Donc ça, en ça, alors elle parle de masculinité, ou moi je suis moins sur le genre, parce que le genre m'importe peu, en tout cas. Mais ce dont elle parle, de l'action, de mettre en œuvre des choses, oui, ça c'est assez juste. Je pense que je suis ça. On va écouter le deuxième extrait de votre film Une mère, Sylvie Hautecoeur. Fallait te rappeler. Vitonier dehors. Tu m'apporteras le biberon. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu, ce porc. Tu te rends compte, il m'a même pas reconnu. On fait quoi? Quoi, on fait quoi? Bah, on va pas le laisser se balader tranquillement sous notre nez. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est tout ce que tu trouves à dire? Arrête, Aline, arrête. Donc tu vas rien faire? Mais toi non plus, tu vas rien faire. Tu veux quoi, là? Qu'il te plante un couteau dans le bide?
Tu sais ce que c'est, ce type? Il a fait 50 cabanes. Tu crois que c'est un enfant de cœur? Arrête, Aline. Oublie tout ça. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils? Notre fils. Entre la première ligne écrite sur votre ordinateur et aujourd'hui, 25 mars 2022... Il s'est passé 6 ans. Il s'est passé 6 ans. Est-ce que vous avez eu un travail un peu comme quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est Denis Arcand, qui a fait le film Le déclin de l'Empire américain? Il disait Génial film. Denis Arcand a dit que lui-même, en tant que réalisateur, il considérait qu'il n'avait aucune imagination et qu'il devait faire appel à la réalité. Donc, il avait été voir ses amis en leur demandant de raconter leurs histoires de cœur, de cul, etc. Et c'est devenu Le déclin. Est-ce que vous, vu le processus de maturation d'un film, est-ce que pour les rapports entre une mère et un père qui ont divorcé suite à la mort de leur enfant, est-ce que votre scénario s'est enrichi de choses particulières? Je n'oublie pas que votre film est dédié à votre fille, Jeanne. Absolument. On s'enrichit de toute manière par beaucoup de consultations, notamment sur la justice. Je me suis beaucoup renseignée sur le parcours d'un jeune qui aurait tué. Ça, il a fallu être très très crédible sur à quel moment il ressortait de prison, qu'est-ce qu'il pouvait faire après, toute la réinsertion derrière, etc. Donc ça, c'est forcément un travail d'enquête. Pour être maintenant sur les émotions que traverse mon personnage, puisque je ne connaissais personne qui avait fait ce chemin, ou en tout cas, je ne serais pas allée poser les questions à ces personnes-là, parce que c'est quand même très, très... Je me suis inspirée d'émotions personnelles, et puis après, j'ai imaginé, et puis... comme le scénario, il est lu par beaucoup de gens. Après, on essaye de savoir si ça percute, si ça parle aux autres et si ils ont la sensation que l'émotion est juste. En tout cas, que le parcours est juste. Et puis après, ces choses mises sur un scénario sont incarnées par une actrice qui, elle, traduit avec son propre émotionnel. Donc, il y a plusieurs couches, en fait. Je pense que je ne suis pas le seul, mais je m'intéresse beaucoup au métier que font les personnages au cinéma, surtout quand ce sont des histoires, on va dire, inventées, qui ne sont pas des adaptations de livres. Et là, vous avez fait Daline, jouée par Karine Viard, quelqu'un qui travaille à la Poste. Absolument. Et je suis sûr qu'il doit y avoir... ça donne beaucoup de ricochets dans le film, son rapport aux autres, mais j'aimerais savoir comment s'est fait ce choix-là. En fait, c'est effectivement un choix très, très décidé, très mesuré. Je cherchais... mon personnage vient d'un milieu populaire, voilà. Et c'est une femme ordinaire, voilà, une femme comme beaucoup de gens qui vivent dans des endroits avec des grands immeubles, voilà, des cités, etc. Je cherchais un métier qu'elle aurait pu faire, donc après la mort de son fils, et qui pourrait incarner son besoin de solitude, son incapacité à continuer à vivre dans le monde, en fait. Et ce métier-là, où elle passe la plupart de son temps dans sa camionnette à livrer des colis, il est très solitaire. Et je trouvais que ça pouvait correspondre à son émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi Postière, en tout cas Postière qui livre des colis. Mais je trouve que c'est super quand on a une intrigue qui est vraiment forte comme la vôtre, et que malgré tout, on prend le temps de s'intéresser à ce que font les gens au quotidien. C'est pas si fréquent, en fait. Là, on aurait pu imaginer que vous vous débarrassiez de tout ça pour arriver rapidement à la maison et rapidement au coup de théâtre qui s'installe. Et tandis que là, on est dans la vie. En fait, pour pouvoir être en empathie, ou en tout cas pour pouvoir la suivre, il faut la comprendre. Donc, il faut la voir un peu dans sa vie au quotidien. Et encore, le film va assez vite. Donc, entre le moment où commence le film et le moment où elle voit l'assassin de son fils dehors, dans les allées d'un supermarché, il se passe 8 minutes.
Donc, on ne s'installe pas beaucoup, mais je trouvais ça important, en tout cas, de voir qui elle était et ce choix de solitude dans son camion. Je voudrais qu'on parle de Karine Viard. Ah oui, j'adorerais parler de Karine Viard. C'est vrai que sur le tournage, il y a des gens qui ont dit que vous vous ressembliez. Ben oui, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant, mais même elle dit « Ah, on n'est pas l'inverse ». Et c'est une grande actrice. Ça a été absolument merveilleux de travailler avec elle, extrêmement généreuse dans son jeu, toujours hyper professionnelle, arrivant, sachant le test au cordeau. Voilà, elle est toujours disponible, toujours prête à donner plus. Moi, très vite, elle m'a dit « Mais moi, ce qui m'importe, c'est de faire ce que toi, tu veux que je fasse ». Et venant d'une grande actrice, moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et elle a été d'une grande générosité. Et puis, elle est... moi, je suis très, très, très bluffée par son talent. Elle est vraiment formidable dans le film. Et elle est accompagnée d'un jeune acteur, Darren Musley, qui a un charisme incroyable que j'ai trouvé en casting, enfin, que ma directrice de casting a trouvé, Nathalie Chéron, et elle me l'a présenté. On a fait des essais, ça a été évident. Et il a été formidable. Enfin, la rencontre entre Karine et lui s'est faite très, très simplement et très vite. Et elle l'a beaucoup accompagné. Elle a été extrêmement généreuse aussi pour accompagner un jeune acteur qui avait très peu tourné et qui lui donnait la réplique pratiquement tout le long du film. Et comme elle dit, quand on fait un match de tennis, c'est quand même plus agréable quand en face, ça sait renvoyer les balles. Et elle lui a donné... Moi, je l'encadrais et elle lui donnait les clés aussi pour pouvoir renvoyer bien les balles. Et ça, c'était formidable pour moi de la sentir aussi ouverte à son interlocuteur. Et le merveilleux Samir Ghesmi. Qui est génial dans les films de Bruno Podalides et qui là joue son mari, personnage ingrat finalement, parce qu'on peut pas... Malgré l'âpreté de votre film, on ne peut pas ne pas s'identifier au personnage d'Aline. Oui. Et donc, quand ce personnage de Marie, qui est parti, où ils se sont séparés, revient, il y a toujours un moment où... Oui, vous parlez de ping-pong, là, c'est quasiment du tennis. Oui, mais il est incroyablement juste et on le comprend aussi. Enfin, je crois que... Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de faire en sorte qu'on le comprenne lui aussi. Lui, bon, il a perdu son enfant de la même manière qu'elle, sauf qu'il a décidé coûte que coûte de rester dans la vie. Et elle a fait l'autre choix. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a la solution qu'on est capable de faire, capable de vivre. Et je les comprends tous les deux, en fait. Et je remercie vraiment Samir d'être venu sur le film, parce que il n'a pas un très grand rôle, mais par contre, quand il est là, il est extrêmement présent et il amène une humanité à ce personnage. Et je trouve que ça amène une âme supplémentaire au film. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tourner avec Samir. Après la mort de Stanley Kubrick, il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné sur sa manière de travailler. Et il disait de manière un peu arrogante, mais on le connaît, il disait « Moi, je peux tout filmer ». Et une scénariste lui a dit « Ok, je vais vous écrire un personnage ». Et elle lui disait « Voilà, c'est une femme qui a parfaitement réprimé sa colère. Comment vous filmez ça, monsieur Kubrick ?» Et Stanley Kubrick a eu 10 secondes d'arrêt en disant « Mais c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour filmer quelqu'un qui a parfaitement réprimé sa colère ?» Vous, avec le personnage de Karine Viard, qui est en colère... Waouh, c'est un peu dur de passer après Kubrick quand même. Vous le pouvez. Est-ce qu'on travaille beaucoup au casque ? À l'audio, c'est-à-dire que sur un plateau, vous savez, maintenant on voit beaucoup... J'avais toujours l'audio, oui. En fait, moi, j'ai travaillé en regardant... parce que parfois, comme la maison était un peu exiguë, puisque c'était une petite maison de famille au milieu de nulle part, dans la campagne mâconnaise, on était dans des pièces. Et parfois, moi, pendant la scène, je n'étais pas dans la pièce. Donc, je regardais un combo... et j'écoutais au casque. Oui, absolument. J'étais pas sur le plateau juste à côté d'elle parce que parfois je ne pouvais pas y être.
Votre chef opérateur, c'est Guillaume de Fontaine, qui a Ouais. travaillé avec Bruno Dumont, c'est ça? Ouais, Sur formidable. Maloute. Ouais. Et j'encourage tous ceux qui vont aller voir le film à faire attention justement à certains effets de couleur. Bon, le film est très bleu. Oui. On sait que le bleu est une couleur froide, malgré ce qu'a dit le célèbre livre « Le bleu est une couleur chaude ». Il y a des séquences où je comprends ce qu'a dit Karine Viard dans un interview, dans un entretien, où elle dit qu'elle a fait ce tournage un peu comme dans une rêverie. Et je me demande si le film n'a pas un écrin aussi visuel qui est on peut tout plaquer en fait sur ces personnages. C'est-à-dire que si vous aviez joué beaucoup sur des couleurs très très fortes, des contrastes, peut-être qu'il y aurait une mise à l'écart du spectateur. Tandis que là, il y a quelque chose, malgré l'ampleur de ce qui se dit, de très cotonneux. Mais parce que ce que je disais à Guillaume Desfontaines, quand on a réfléchi à la texture du film, à la couleur du film, je disais, mais j'ai envie d'une image douce. Nous allons raconter quelque chose de difficile, mais avant tout, on parle d'une mère. Et une mère, c'est quoi pour moi? C'est une douceur. Et le bleu, alors la mer, bon, c'est énorme ce que je dis, mais non, mais le bleu, parce que j'avais envie, tout simplement, de cette couleur. Et puis, je voulais absolument que les choses soient belles et douces. Et c'est ce qu'il a fait merveilleusement bien. Et je trouve que l'image est très belle dans le film. Et Karine Viard, malgré son peu de maquillage, malgré l'acceptation de ses cheveux poivre et sel, je la trouve très belle. Et vous avez rendu presque belle la mort au rat. À un moment, le personnage, je ne divulgage pas trop de l'intrigue, à un moment, le personnage, parce que c'est dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, sort de la mort au rat. Oui. Et cette mort au rat m'a fait penser à un sexe féminin. Elle a quelque chose de très douce, très poétique. Maternel. Très maternel. Absolument, ben voilà. En l'occurrence, la mort au rat, c'est rose. Enfin, la plupart des boîtes de mort au rat, c'est rose. Mais c'est marrant comme on ne se... Voilà, les choix sont faits, on réfléchit pas pourquoi toujours on fait ses choix, parce qu'on doit les faire rapidement. Et puis après, ça prend son sens. Mais oui, j'aimais l'idée, à un moment, elle a de la poudre rose de mort au rat sur le visage, et j'avais envie de cette couleur. Donc c'est une sorte de rose fluo. On en voit souvent dans les maisons, par terre, des petites granules de mort au rat, et c'est rose. Maintenant, je sais qu'ils en font des vertes. Mais là, en l'occurrence... Puisque votre film, Une mère, parle du pardon et de la résilience, sans indiscrétion, quelle est la plus grande chose que vous ayez pardonné à un être humain? De la violence? Peut-être. Mais je ne sais pas si j'ai pardonné. Quel est votre futur en tant qu'artiste, Sylvie Hautecoeur? La semaine prochaine, vous êtes où? Faites quoi? Alors, la semaine prochaine, je vais commencer à répéter parce que je suis actrice aussi de temps en temps. Et je vais répéter pour une pièce qui va se jouer en Avignon cet été. Et c'est Jean-Luc Moreau qui va faire la mise en scène. Et ça va être une joyeuse comédie. Ça, voilà, très différent d'une mère. Comme quoi, on est complexe et diverses, tous. Et c'est ça qui nous motive. Et c'est ça qui nous motive. Est-ce que vous êtes prête, Sylvie Hautecoeur, pour le questionnaire rituel de fin d'émission? Mais tout à fait. Voilà, sur la musique des Talking Heads. Question courte. Réponse courte. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999 à 23h59? Paris. J'étais à Paris et je crois que j'étais à Paris chez moi avec des amis. Vous n'avez pas voulu marquer le coup? Il y a des gens qui ont voulu être dans un tout petit village. Ah oui, non, mais en fait, on se disait, ça se trouve à minuit, tout va s'éteindre. Le fameux bug, voilà, mais non. C'était, voilà, on était tous ensemble et puis je crois que minuit, on a tous fait « wow !» le traditionnel « wow !» et tout le monde s'embrasse. Et moi, j'adore ça, moi. Moi, j'adore les fêtes, j'adore les groupes de gens qui sont contents d'être ensemble. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Le Moine, d'Antonin Artaud. De quoi parle le moine? Le moine, c'est une histoire passionnelle, c'est une histoire de
faut le lire parce que c'est compliqué à raconter, mais c'est un livre qui a été un film, je crois. Hein. Je crois qu'ils en ont fait un film. En tout cas, le livre est absolument génial. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui ? Simone Veil. J'adorerais tellement parler à cette femme incroyable. Qui a inspiré la coiffure de Josiane Balasco dans Le Père Noël est une ordure. Non. On avait Serge Julie il y a 2 ans dans ce micro. Incroyable. Et Serge Julie a produit des documentaires sur des films. Ça va de Rosetta à La règle du jeu. Et il y en a un sur Le Père Noël est une ordure. Incroyable. Et on apprend que la coiffure de Madame Musquin est inspirée de celle de Simone Veil. D'accord. Et donc Josiane Balasco est ma tante. Voilà. Redites-le parce que les gens ne vont pas nous croire. Oui, mais Josiane Balasco est ma tante. Est-ce que vous avez déjà songé à la musique de vos funérailles ? Mon Dieu, quelle horreur, non ? Non, mais peut-être qu'il faudrait toujours songer à ces funérailles, mais j'ai une tendance à peut-être mettre un petit peu la tête sous le tapis par rapport à ça. Pas très envie d'y penser encore. C'est une question que j'ai chippée à un magazine rock anglais. Ils ont peut-être un rapport à la mort, les Anglais, les Britanniques, peut-être plus décontractés que nous. Et en fait, on voit des rockers de 25 ans... Qui ont déjà choisi leur musique et qui pour leur répondent. funérailles. Des fois, c'est très, très second degré, mais des fois, c'est un vrai choix. C'est pour ça que je me suis permis de vous la poser. Oui, pour l'instant, non. Je n'ai pas choisi. Quelle est la dernière fois que vous êtes revenu sur le lieu de votre naissance, la maternité, où vous avez vu le jour ? Alors, j'ai vu le jour dans le 11e arrondissement, dans une clinique rue Bleue. Et je suis passée dans cette rue, mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Et je ne sais pas s'il y a toujours cette clinique, mais voilà, je suis passée rue Bleue. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un, vous vous dites ça a assez duré, je vais lui envoyer un DVD par la poste pour qu'il ou elle comprenne bien que je veux renouer les ponts. Vous envoyez quel film ? Forcément une mère, non ? On est sur le sujet, donc allez, je dirais peut-être une mère pour dire qu'il y a peut-être un moyen de réparer. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée, puis au détour d'un couloir, sans penser à rien, vous vous retrouvez face à une peinture, une sculpture, et vous marquez un temps d'arrêt en disant « mais en fait, c'est moi que je suis en train de regarder ». Dans un musée ou dans une glace et d'un seul coup ? Non, dans un musée. Dans un musée ? Non, c'est rare que j'ai l'impression qu'une œuvre d'art soit moi, quoi. Ah, non, j'ai jamais pensé que j'étais une œuvre d'art, c'est peut-être pour ça. Je devrais peut-être plus y penser, remonter un peu l'ego, ou je sais pas. Il y a aussi des œuvres d'art torturées. Oui, c'est vrai, mais déjà, rien que de penser, peut-être je suis une œuvre d'art et je suis à l'intérieur d'un musée, c'est déjà un chemin. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, votre mari, Jeanne, votre travail, la mort aura, demain matin, à 9h, dans quelle ville vous vous installez ? Je retourne dans le 11e arrondissement de Paris. Vous ne jouez pas le jeu, vous qui êtes comédienne, là. Vous ne Pourquoi jouez pas... Pourquoi vous télétransportez là où vous êtes déjà. Mais non, je ne suis pas dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis dans le bois de Boulogne sur un bateau. Aujourd'hui, je vis sur une péniche dans le bois de Boulogne. Donc, si je me téléportais, je retournerais à Paris aux grandes dames de mon compagnon. Vous avez écrit une mer sur une péniche ? Tout à fait. Dernière question. Je sais pas, ça résonne derrière. Est-ce que, avant de prendre une grande décision artistique, vous avez un rituel, un toc ou un gris-gris ? Marguerite Duras disait souvent qu'elle ne pouvait se mettre à écrire chez elle que si son lit était impeccablement fait et que ça devenait une obsession, qu'elle allait sans arrêt refaire la jointure des draps. Mais je comprends ça. Alors, pour prendre une décision, je ne sais pas, mais c'est sûr que j'ai un certain rituel. Et là, par exemple, cet hiver, le rituel pour écrire était de me lever vers 6h du matin, d'aller me faire chauffer de l'eau pour faire un thé, de mettre du bois dans mon poêle. Et puis, j'étais assise devant mon ordinateur et il fallait qu'il y ait ces deux choses-là, du thé, le poêle, avoir bien chaud et de se dire, ça y est, j'écris. Donc oui, j'ai des petits rituels pour me sentir en sécurité, peut-être, pour pouvoir écrire. Merci beaucoup, Sylvie Hautecœur. Merci, j'étais très heureuse d'être là. Une mère est sortie mercredi dernier, 23 mars 2022. Bon succès au film. À bientôt.